Professeur d'études islamiques, Monsieur Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un observateur du monde arabo-musulman. Comment analysez-vous ces révolutions qui secouent actuellement le monde arabe? Écoutez, d'abord positivement, parce que je pense qu'un verrou a été brisé avec la Tunisie, et puis c'est l'effet domino réel qui a touché l'Égypte, qui touche aujourd'hui la Libye, qui touche d'autres pays. Ce qu'il faut espérer, c'est que ce sont des révolutions qui sont encore inachevées. Personne ne peut prédire ce qu'il adviendra dans l'avenir proche ou lointain. Des régimes restent en place, comme en Égypte où l'armée est très présente. En Tunisie, on est encore dans une situation difficile, et même si d'incertitude. Et puis on voit ce qui s'est passé en Libye, la Syrie où on compte les morts. Donc ce qui est très important, c'est de reconnaître ce côté positif, avec lucidité l'accompagner, mais sans naïveté l'analyser. Nous assistons à une escalade de la violence. Des manifestations sont réprimées dans le sang. Comment expliquez-vous cette répression parfois féroce? Écoutez, d'abord parce que les pays qui étaient le plus proches de l'Occident ont eu quand même des orientations qui étaient données. On sait aujourd'hui que par exemple en Tunisie, l'état-major américain a demandé à l'armée, suggéré à l'armée de ne pas intervenir. C'était la même chose en Égypte. Mais les autres régimes qui sont plus indépendants et qui veulent se maintenir coûte que coûte, comme c'est le cas de la Syrie et comme c'est le cas de la Libye, eh bien, ils expriment une violence, ou enfin ils répriment ces manifestations. Ce qui est important, on a vu au Yémen, on l'a vu aussi. Une violence d'une part et d'autre. En Libye, Oui. par exemple, c'est pas des enfants de cœur, les insurgés. Non, mais d'abord, Ils sont armés. Attendez, moi je ne les appelle pas des insurgés, je les appelle des combattants de la liberté, parce qu'ils se défendent et qu'ils se défendent contre un dictateur qui a gouverné sans partage pendant 40 ans. Il faut faire très attention qu'on emploie. Je veux dire, à la BBC, on a parlé de rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des freedom fighters, c'est-à-dire des gens qui résistent pour la liberté et qui veulent plus de démocratie. Mais on ne connaît pas très bien ces gens-là. Le Conseil de la transition, on ne le connaît pas bien. Il est composé de 30 personnes. On connaît 11 seulement. Il y a des monarchistes, il y a des islamistes, il y a un peu de tout. Et ils ne représentent pas entièrement la Libye. Il n'y a que la Cyrénaïque qui est représentée. Le Fezzan et la Tripolité ne sont pas du tout représentés. Vous avez raison sur le fait qu'on ne sait pas qui ils représentent et qu'ils ne représentent pas tout le pays, mais c'était la même chose en Égypte et la même chose en Tunisie. Le mouvement, qu'est-ce qu'il demande? Que cesse la dictature, que cesse la corruption, que cesse les passe-droits, et que c'était le cas pendant plus de 30 ans en Égypte, 23 années sans partage en Tunisie, et la Libye. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas identifier quels sont les opposants que cela enlève la légitimité au fait de s'opposer à la dictature. Il faut accompagner ces mouvements-là. Maintenant, il faut aussi dire qu'il n'y a pas à blâmer uniquement l'Occident, mais qu'il faut demander aux forces d'opposition qu'elles nous disent non pas simplement ce contre quoi elles agissent, mais ce qu'elles veulent à l'avenir. Est-ce qu'on est vraiment dans des processus de démocratie? Est-ce qu'on va vraiment vers l'état de droit et la citoyenneté égalitaire, la séparation des pouvoirs, par exemple? Alors parlons de l'Égypte. Vous êtes originaire d'Égypte, donc vous êtes le petit-fils de Hassan el-Banna, que tout le monde connaît, l'un des fondateurs des frères musulmans. Le calme est revenu en Égypte après la révolution. Place Tahrir est maintenant calme. Il y a eu même un référendum sur des changements pour la Constitution. Comment les Égyptiens analysent tout cela? D'abord, ils sont contents parce que effectivement Moubarak est tombé, mais ils ne sont pas naïfs non plus. Ça continue quand même malgré tout, parce qu'avec le référendum et la Constitution qui a été révisée, ou en tout cas la volonté que l'on aille vers des élections, reste quand même une forte prégnance et présence de l'armée, et que l'on sait, quand l'armée est présente, penser qu'on va aller vers une démocratie complète, ça ne peut pas être le cas. Donc on est encore dans une situation, comme nous l'avons dit, incertaine, qui doit encore se réaliser. Moi, je n'ai pas pu aller dans mon pays d'origine depuis plus de 15 ans. Depuis 16 ans en Libye et 17 ans en Tunisie, parce que j'ai toujours été opposé aux dictatures et que j'ai exprimé effectivement pour un certain nombre de pays que cela ne pouvait pas être l'avenir des sociétés majoritairement musulmanes et des sociétés arabes également. Alors revenons au Maroc. Une réforme constitutionnelle très importante a été annoncée par Sa Majesté le roi Mohamed VI le 9 mars. Une réforme saluée par la communauté internationale. Vous suivez l'actualité au Maroc. Qu'en avez-vous pensé? Écoutez, d'abord, c'est intéressant qu'on ait parlé de tous ces pays, parce que si on voit tout ce mouvement dans tous ces pays, il faut
au moment de l'analyse, réussir à regarder les spécificités nationales. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas la Tunisie, qui n'est pas l'Égypte. Et donc, il faut regarder ce qui se passe. Nous sommes dans un pays ici au Maroc, que je visite régulièrement, qui a commencé un processus de réforme avant même les mobilisations. Et ça, il faut le saluer. Maintenant, à un moment donné, on s'aperçoit qu'un mouvement est enclenché, le roi intervient et dit qu'il veut prendre au sérieux ces mobilisations internationales et donc qu'on va aller vers une réforme de la Constitution. Alors, encore une fois, moi, ce qui me paraît très très important, c'est de saluer le geste. Mais qu'il faut aussi qu'on comprenne que même si le Maroc a commencé avant, il est dans un mouvement et nous sommes à une période tout à fait clé de l'histoire. Si le processus n'allait pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que si nous n'étions pas sérieux dans la discussion autour de la Constitution et que les partenaires, tous les partenaires n'étaient pas impliqués dedans, tout mauvais pas ou toute manipulation de ce travail-là se retournerait et contre le régime et pourrait provoquer de la déstabilisation à l'intérieur. Donc je crois que ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître un mouvement. Encore une fois, moi, vous savez, je pense que les institutions marocaines, on n'a pas besoin de les jeter à la poubelle. Il faut un vrai travail de réforme. Quand on me pose la question de savoir est le roi, Imarat el-Mu'minin, j'ai aucun problème avec ça, si et seulement si on constitue la référence religieuse à partir du moment où on en applique les principes, c'est-à-dire il faut un principe de cohérence. Il faut qu'on aille vers plus de démocratie, plus de transparence, plus de liberté encore, que ce processus aille jusqu'au bout, que les partenaires soient beaucoup plus larges, qu'on cesse le clientélisme. Ce sont des réformes qui font beaucoup plus large, c'est-à-dire que dans la société marocaine aujourd'hui, toute entité politique ou sociale qui est pour l'état de droit, qui reconnaît les institutions et l'état de droit et qui veut entrer dans le débat politique doit faire partie du débat politique et ne doit pas finir ni en prison ni sous la répression. Et je pense aussi qu'un des gestes, vous savez, les symboles comptent. Vous avez eu ce discours du roi très important parce qu'effectivement, il est une marque du roi qui dit « j'ai commencer des réformes, j'ai entendu ce qui se passe dans le monde musulman et dans le monde arabe, et j'ai envie qu'on continue ce processus-là. Il faut qu'on soit sérieux. Il y a des gestes, par exemple, vous savez, moi quand je viens dans votre pays, il y a encore aujourd'hui des gens qui sont en prison pour des situations qui sont tout à fait à questionner. C'est-à-dire que l'opposition aujourd'hui, qui n'est une opposition que idéologique, quand elle n'a pas utilisé la violence, doit pouvoir faire partie du débat politique dans ce pays. Donc moi, j'irais dans ce sens-là, dans des gestes symboliques, où moi je sais qu'il y a des gens qui croupissent en prison aujourd'hui au Maroc. Le geste du roi, le geste dans l'institution doit être de deux natures. Aller jusqu'au bout du débat démocratique avec tous les partenaires, et ceux qui aujourd'hui sont en prison ou ont été mis en prison parce qu'ils s'opposaient politiquement au régime doivent être libérés. Ces deux actes ne sont pas simplement symboliques, ils montreront la voie à l'ensemble du peuple marocain. Et le but pour moi, c'est encore d'appeler tous les Marocaines et tous les Marocains à entrer dans ce débat-là, toutes les forces politiques, pour que nous continuions un travail quand même. Je veux dire, vous savez, moi, le Maroc, c'est un pays dans lequel je viens depuis des années, où j'ai eu la liberté d'expression que je n'ai pas eu dans pratiquement tous les autres pays arabes de la région. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que quelque chose est ouvert. Mais quelque chose est ouvert, doit s'ouvrir encore davantage et aller jusqu'au bout du processus. Je tiens beaucoup à cela parce qu'encore une fois, mon sentiment, c'est que vous avez présenté ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Égypte. S'il advenait qu'une instrumentalisation de ce qui se fait sur la Constitution ou une manipulation politique n'allait pas jusqu'au bout de son processus, le Maroc en ressortirait les conséquences et ce serait bon pour personne. Vous avez parlé de liberté d'expression, on la ressent dans la rue. Il y a eu des manifestations pacifiques qui sont restées limitées. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que le Maroc soit perçu comme un pays à part, plutôt épargné au sein du monde arabe ? D'abord, justement, parce que je pense que le processus avait été commencé avant. Je veux dire que quand le nouveau roi a pris ses fonctions, il a ouvert des champs, il s'intéresse énormément à la vie intérieure de ce pays. Quand vous vous promenez au Maroc, vous voyez que la question économique est prise en compte. Vous savez, il faut qu'on dise qu'une année et demie avant l'immolation de Mohamed Bouazizi, le prix du pain a augmenté, qu'on est dans une situation de paupérisation. Vous êtes dans une autre situation au Maroc. Ça veut dire que quelque chose avait commencé auparavant. Mais attention,
rien n'est acquis et tout est fragile. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a commencé les réformes avant qu'il faut qu'on s'arrête en route. Parce que s'arrêter en route, ce serait s'arrêter trop tôt. Donc encore une fois, il faut tenir compte de ces acquis. Il y a une spécificité marocaine, il y a des institutions marocaines, mais il faut aller jusqu'au bout et qu'on soit sérieux aujourd'hui. Je suis pour que le vrai débat politique, vous savez, moi je suis ici sur ce plateau, c'est une première pour moi, ça prouve que quelque chose bouge d'autant plus, et c'est extraordinairement important, mais avec ceci, qu'on permette la parole critique constructive. L'avenir du Maroc est là, c'est dans la Constitution que ça se passera, c'est dans les institutions, et il faut que le roi ne se positionne pas simplement comme arbitre au-delà de la mêlée, mais qu'il puisse faire en sorte que ce qu'il a dit dans son discours soit appliqué dans la transparence, sans manipulation, sans clientélisme et sans, si vous voulez, travail sur les apparences qui n'irait pas jusqu'au fond du travail politique. Encore une fois, le Maroc a sans doute une responsabilité régionale majeure parce que si quelque chose advenait et qui puisse préserver le cadre général mais faire avancer les vraies questions de la démocratie, les vraies questions de la transparence, parce qu'au bout du compte, ce contre quoi il faut travailler, c'est le manque de transparence, les institutions qui doivent être beaucoup plus démocratiques et la corruption. Si le Maroc prenait au sérieux ces trois chantiers, le Maroc de demain ne ressemblerait pas au Maroc d'hier. Alors pour conclure, Monsieur Ramadan, on ne peut pas ne pas parler du personnage controversé que vous êtes, donc une controverse due à, on dit, à une certaine ambivalence que vous avez dans vos discours sur l'islam. Donc quel est l'islam selon vous? C'est celui qui prône la mutilation de la main du voleur, la lapidation de la femme. Je ne sais pas, depuis que je vous parle là, j'ai pas l'impression d'avoir eu un discours ambigu, mais ce que je réponds souvent, parce que ce que vous dites sur la controverse, c'est surtout dans le paysage culturel français, et je leur répète que ce n'est pas moi qui ai un discours ambigu, mais c'est leurs oreilles et leur surdité à ce discours. Oui, c'est sélectif, pourquoi? Parce qu'il y a un vrai problème sur la question de l'islam en France aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la question de la présence musulmane, et que les musulmans de nationalité française n'ont aucun problème religieux. Alors, votre islam à vous, Monsieur Ramadan. Mais mon islam à moi, il est extrêmement clair. Je suis respectueux des fondamentaux de l'islam qui ne changent pas. La prière. Non, mais je veux dire, les 5 piliers de l'islam, ça ne change pas. Les châtiments corporels? Non, mais les châtiments corporels, si vous m'aviez entendu, vous auriez compris que j'ai dit clairement que je suis contre leur application. Et que dans le monde musulman, ça ne suffit pas de dire qu'on est contre leur application. Il faut justifier en reprenant les textes et en ouvrant un débat. Donc, encore une fois, vous pouvez vous asseoir là en disant... dans le Coran. Non, les châtiments corporels et la peine de mort est dans le Coran, la lapidation est dans la tradition prophétique, c'est dans les textes. Mais tout ce qui est dans les textes est toujours lié à la conditionnalité de leur application. Si quelque chose est dans le Coran et dans son application dans un contexte produit de l'injustice, vous suspendez ceci. Qui l'a fait? Omar ibn al-Khattab, c'est ce qu'il a fait. Donc en l'occurrence, moi ce que je demande aux musulmans eux-mêmes, c'est d'être fidèles aux principes et aux fondamentaux, et de savoir qu'il y a des adaptations qui sont liées au contexte historique. Mais jamais je n'accepterai qu'on me demande d'être moins musulman pour donner l'impression que je suis un bon Européen soumis à des dictats politiques qui n'ont rien à voir avec la religion. Mon discours sur cela, il est clair. Je demande à être autonome et respecté en tant que musulman, et ce que je montre depuis plus de 48 ans maintenant, c'est que je suis un citoyen responsable. Donc s'il vous plaît, n'importez pas au Maroc la controverse française. Je dis ce qu'on dit, l'ambivalence. Non, c'était pas ma position, mais je rapportais ce qu'on dit dans les médias. Mais ce qui m'intéresserait, c'est que vous puissiez faire dire et faire entendre aux Marocains qu'au-delà de ce que dit la France, le discours que vous entendez aujourd'hui a la clarté du musulman fidèle et du citoyen engagé. Merci Monsieur Tarek Ramadan d'avoir accepté notre invitation.